Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et aujourd'hui, c'est Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en chef de l'Étudiant Libre, en plus de travailler avec nous évidemment en Ligne Droite. Quelles sont les nouvelles de l'Étudiant Libre ? Eh bien, nous avons déjà un prochain numéro qui va sortir dans le mi-octobre sur le politiquement correct. Et surtout, tous les jeudis soirs, désormais, retrouvez-nous sur Getter en direct pour une émission où on décrypte l'actualité, on aura des invités. Donc voilà, ce sera sur Getter tous les jeudis soirs à partir de 18h30. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup Valentin. Et on se tourne ensemble vers notre invité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Aude Mirkovic. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'association des juristes pour l'enfance, auteur de ce livre déjà, La PMA, un enjeu de société, aux éditions Artege, et de ce tout nouveau livre, ouvrage collectif, que vous avez dirigé avec Claire de Gatelier, Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, aux éditions Artege. Et comme je le disais en introduction, c'est un livre qui est particulièrement d'actualité, puisque vous citez notamment toutes les nouveautés, on va dire, législatives concernant le genre. Et la dernière en date, c'est cette décision du Conseil d'État, donc là c'est plutôt jurisprudentiel. Mercredi dernier, le Conseil d'État a validé au nom de la scolarisation inclusive de tous les enfants la fameuse recommandation de l'Éducation nationale et sa circulaire Blanquer, dont on avait beaucoup parlé ici avec SOS Éducation. Cette circulaire Blanquer dans laquelle il est recommandé d'utiliser le prénom d'usage de l'élève donc qui serait en transition de genre, s'il fait la demande, voilà, et même si l'état civil, lui, n'a pas été modifié, et cela, je le rappelle, dès la maternelle. Ce nouveau prénom choisi par l'élève sera utilisé au sein de l'établissement sur, par exemple, la carte de cantine, les listes d'appels et les espaces numériques de notes. Tout, en fait, sauf le suivi de notation des élèves. Voilà donc une dernière décision de mercredi dernier du Conseil d'État qui est quand même très très forte, qui ne fait que aggraver, on va dire, la situation de transition de genre de ces enfants. Aude Mirkovic, et sur laquelle vous aviez déjà beaucoup alerté dans votre livre. Oui, cette décision du Conseil d'État est tout simplement irresponsable, mais comme l'était déjà la circulaire. Parce qu'un jeune demande à être appelé par un autre prénom, identifié dans un autre sexe, c'est de leur âge de chercher des choses, des réponses à leur mal-être, à leur questionnement, à leur vie compliquée d'adolescent, etc. Mais ce qui est en cause, c'est la réponse des adultes que nous sommes et puis de la société en général. Et alors quand on donne la consigne à la communauté éducative d'entériner la demande du jeune, et qu'en plus c'est validé par le Conseil d'État, c'est vrai que les bras tombent un petit peu parce que le Conseil d'État finalement a abordé la question comme s'il s'agissait de savoir si c'était une usurpation d'identité. Est-ce que la loi interdit ou pas de faire usage d'un prénom qui n'est pas le sien ? Non, on n'est pas en infraction, en effet. Si demain vous décidez de vous faire appeler Marguerite, personne ne va vous envoyer en prison, c'est évident. Mais en fait, ils n'ont pas voulu voir que la demande d'utiliser un nouveau prénom par l'élève, en fait, elle symbolise un changement de sexe de fait. Et que c'est quelque chose, c'est une décision qui peut impliquer potentiellement toute la vie de l'enfant, et que la réponse donnée par la société est irresponsable à l'égard de ces jeunes. Oui. Alors, Aude Mirkovic, avant de continuer plus loin avec vous, on a un léger écho, peut-être lié au fait que vous soyez dans une grande salle, je ne sais pas. On va tenter peut-être de vous joindre par téléphone. Donc, gardez votre téléphone à côté de vous. C'est du direct, chers auditeurs, vous êtes au courant en direct de nos manipulations techniques. En attendant, peut-être, pendant qu'on passe ce coup de téléphone, moi, je vais vous lire un passage qui est absolument marquant. Et évidemment, on va revenir sur l'ensemble de ce livre Questionnement de genre aux éditions Artege. C'est le passage de tout simplement des chirurgies féminisantes et masculinisantes, histoire que vous compreniez qu'ici il ne s'agit pas seulement d'un jeu d'enfant et de s'amuser à changer de prénom. Cela va très très loin. Alors sur la chirurgie féminisante, pour les hommes donc qui veulent devenir femmes, la chirurgie s'appelle la vaginoplastie. Eh bien, il s'agit en fait de créer un vagin, la vaginoplastie à proprement parler. La vaginoplastie consiste à creuser une cavité et éviter qu'elle se referme.
ferme. Donc c'est une cavité qu'on creuse, c'est une plaie en fait qu'on crée. Cette cavité ressemble à un vagin mais n'en est absolument pas puisqu'elle se finit en cul-de-sac, sans déboucher évidemment sur un utérus. Problème épineux, la surface de cette cavité. Cela peut être fait avec la peau du pénis ou du prépuce que l'on inverse pour tapisser le néovagin avec une greffe de peau ou un fragment de côlon. Le gland du pénis peut être utilisé pour sculpter un clitoris. Le scrotum va être transformé pour faire des grandes lèvres. C'est la labiaplastie. La difficulté, c'est que cette cavité artificiellement créée dans le corps est comme une blessure et elle a tendance à se refermer comme une blessure, à se rétracter, à se cicatriser. Il faut donc l'entretenir de manière permanente par des dilatations quotidiennes pratiquées par un dilatateur rigide ou gonflable. Et sans cette précaution au long cours, le néovagin se sténose et devient inutilisable pour des rapports sexuels. Autre problème, la lubrification. La peau de la plastie n'est vraiment pas une muqueuse, elle n'est pas lisse et humide comme l'est la muqueuse d'un vrai vagin. Elle ne se défend pas bien contre les infections, il faut donc la lubrifier et faire des lâchements vaginaux. Pardon pour ce texte, mais c'est la vérité et par moments il faut le dire pour qu'on réalise tout simplement de quoi on parle. Alors Aude Mirkovitch, on vous récupère au téléphone. J'ai lu cette page sur la chirurgie, évidemment on va parler de bien d'autres choses, mais la chirurgie ça permet de montrer, comme je l'expliquais, qu'on n'est pas dans des jeux d'enfants là tout simplement. Oui, on n'est pas dans des jeux d'enfants. C'est vrai que la technologie c'est miroiter cette utopie qu'on pourrait changer de sexe, mais ça n'est pas possible. Le changement de sexe n'est pas possible. On peut modifier l'apparence, on peut modifier l'état civil, mais en réalité, on ne change jamais totalement ce qu'est une personne. Et c'est vrai que les jeunes vont facilement être éblouis par ce qui est une utopie, une illusion, et que la responsabilité des adultes, c'est plutôt de les ancrer dans le réel, pour essayer de les aider à s'accepter et si possible même s'aimer tels qu'ils sont, plutôt que de poursuivre cette utopie qui en plus, comme vous l'avez décrit, leur promet quand même une vie assez compliquée. Oui, c'est sûr. Alors, beaucoup de choses à dire sur votre livre, mais d'abord peut-être sur le profil des enfants, puisque ici on parle notamment de l'enfance, de ces enfants qui veulent faire suivre cette transition de genre, comme on dit. Et en fait, il y a deux choses. Vous expliquez, ce sont souvent des profils de personnes, soit de familles favorisées et tolérantes, soit ça peut être des jeunes déjà en souffrance qui ont eu, d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre, un diagnostic sévère de santé mentale comorbide. Oui, en effet. Alors, nous n'avons pas d'études en France, ça n'a pas encore été réalisé, mais les études qui sont faites à l'étranger, et puis en plus l'expérience, on s'en rend compte, on peut vérifier ça très rapidement avec l'expérience qu'on a de ces jeunes, c'est que les enfants et les adolescents qui font cette demande de changement de genre présentent des psychopathologies, des problèmes psychiatriques en proportion bien plus importante que dans la population générale. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont en situation de syndrome post-traumatique, essentiellement des jeunes filles qui ont vécu une agression sexuelle. Et en fait, pour elles, la demande d'être un garçon, c'est une façon de se protéger. Je ne veux plus être une victime. Voilà, on a aussi beaucoup d'enfants qui se situent sur le spectre autistique. Voilà, et donc évidemment, ça ne veut pas du tout dire que tous les jeunes qui ont ce genre de problème vont se demander une transition, mais enfin, ils sont surreprésentés, et c'est d'ailleurs aussi un point d'irresponsabilité de la réponse donnée par cette circulaire, c'est que la demande de changement de genre, très souvent, en fait, est le signal d'autres problèmes de l'enfant. Et en entérinant finalement l'autodiagnostic de l'enfant, je suis trans, maintenant appelez-moi comme ceci et tous les problèmes vont être résolus, en acceptant cet autodiagnostic de l'enfant, on passe à côté de ces véritables problèmes. De l'appel à l'aide en fait. Oui, et puis du coup, ces vraies difficultés, ces vrais problèmes psychologiques, psychiatriques, syndrome post-traumatique, etc., ne seront pas pris en charge. Et comme ils ne sont pas pris en charge, ils ne seront pas traités, et puis l'enfant n'ira pas mieux. Oui, en fait, finalement, ça consiste, bonjour Aude Mirkovitch, à donner une fausse solution à un vrai problème, parce que ce que dit bien votre livre, c'est que cette demande de transition provient à l'origine d'un vrai mal-être, d'un vrai problème, et que donc il faut faire appel à la responsabilité à la fois des parents et de l'école pour essayer de le traiter au mieux. Et c'est vrai que aujourd'hui, on voit que finalement, on a une inversion complète de l'autorité qui fait l'idéologie commande de ne pas réfréner l'enfant, de ne pas le contredire, et donc c'est finalement ce que pointe votre livre, c'est que on a le sujet central de la question, c'est la responsabilité à la fois de l'école et des parents sur le devenir de l'enfant. Ah bah oui, vous avez raison d'insister sur la responsabilité de l'adulte, les parents, les enseignants, éventuellement les médecins,
Parce que le jour où un de ces jeunes va ensuite regretter ce qu'il a fait et va engager les responsabilités des uns et des autres, la responsabilité de l'enfant, elle sera hors jeu. Elle ne sera pas sur la table. Parce que personne ne pourra s'abriter derrière des textes et surtout pas une circulaire. Et la responsabilité qui sera en jeu sera uniquement celle des adultes. Et on ne pourra pas dire à l'enfant « Ah non, mais c'est toi qui as demandé, tu avais 12 ans, c'est toi qui as voulu. D'ailleurs, on commence à avoir des témoignages. Il y a quelques semaines, quelques mois, un témoignage justement d'une Sacha qui avait fait une transition de genre à 14 ans. Et oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai demandé. Et je la cite, elle dit « Écoutez, à ce point, un enfant de 14 ans, quand même, ça pose problème. » Voilà, c'est ça. Écoutez le jeune, bien sûr qu'il faut le faire. L'accompagner, l'aider, etc. Mais écouter un jeune ne signifie pas d'accepter tout ce qu'il demande, bien sûr. Mais comme vous soulevez la question de la responsabilité des enseignants et des établissements, se pose aussi la question de ceux qui ont tenté déjà aujourd'hui, mais vous citez dans vos expériences, de personnes qui ont tenté de résister à une transition, à un chef d'établissement, et qui a été mis sous pression purement et simplement par des parents d'élèves et par les médias. Oui, alors en effet, les adultes qui essaient de tenir leur rôle d'adulte auprès de ces jeunes et qui n'acceptent pas donc de les genrer dans le sexe opposé à leur sexe biologique, eh bien ils sont sous pression. Ça c'est vrai qu'ils sont sous pression. À ma connaissance, je ne connais personne qui a été condamné pour quoi que ce soit en France. En revanche, vous avez un procès en cours, c'est une jeune fille et ses parents qui ont engagé à Paris la responsabilité d'un établissement scolaire qui avait changé le prénom de la jeune fille sans demander l'accord des parents. Donc on pourrait imaginer que seuls les parents se plaignent, mais non, la jeune fille agit avec eux et justement, elle est tout à fait légitime à agir parce que ce n'est pas parce que c'est elle qui a demandé cela que les adultes devaient entériner sa demande. Et donc aujourd'hui, y compris la jeune fille, leur reproche, c'est le seul procès pour l'instant qu'il y ait à ma connaissance, mais il y en aura d'autres. Et c'est vrai que la situation n'est pas confortable parce que le droit, ne joue pas son rôle de donner les repères. Enfin, à vrai dire, si le droit existe, mais vous voyez, il est contourné par cette circulaire, on pourra approfondir ça si vous le voulez. Oui. Et ce qui fait qu'on est quand même en situation d'insécurité juridique majeure. Aujourd'hui, ceux qui refusent la demande de changement de genre d'un élève, c'est vrai qu'ils sont au minimum sous pression et ils s'exposent à être cloués au pilori médiatique et peut-être à des poursuites juridiques. Mais en revanche, ceux qui acceptent, ils ne sont pas tranquilles pour autant, parce que rendez-vous dans quelques années, quand la moitié de ces jeunes seront en dépression ou auront vu finalement leur jeunesse voler et qui s'attaqueront les adultes, cette fois-ci, ce sont ceux-là qui seront sous pression et devant les tribunaux. Donc, de toute façon, il vaut mieux agir en conscience et en fonction de ce que l'on considère être vraiment le bien des jeunes, parce que là, le droit n'apporte malheureusement de consignes claires pour personne. Et pour poursuivre sur le volet juridique, vous avez cité la circulaire Blanquer. Il y a également, vous revenez dessus dans le livre, la loi sur la thérapie de conversion qui a été votée en janvier et qui crée une véritable insécurité juridique dans ce domaine parce que, tout simplement, dans la loi, les propos visant à réprimer l'identité de genre sont condamnés et donc on peut très bien imaginer qu'une personne simplement qui recueille une confidence soit ensuite condamnée ou poursuivie par la justice. Oui, c'est vrai que cette loi qui a introduit une nouvelle infraction, justement, qui incrimine de simples propos qui pourraient être interprétés comme visant à réprimer l'identité de genre d'une personne, à créer une insécurité juridique majeure. Bon, il est quand même précisé que le simple fait d'inviter à la prudence et à la réflexion une personne qui envisage une transition ne tombe pas sous le coup de la loi. Bon, on est très rassuré avec ça, s'il était nécessaire d'inscrire ça dans le code pénal. Mais cette infraction, c'est vrai qu'elle existe et elle met une pression. Mais en même temps, il faut aussi savoir raison garder, c'est qu'elle n'épuise pas l'état du droit. Et déjà, c'est une infraction qui se caractérise par un flou, c'est-à-dire que des simples propos visant à réprimer l'identité de genre, sachant que l'identité de genre renvoie au ressenti intime, subjectif et évolutif d'une personne. Oui. Donc on n'a pas plus flou, et ça c'est directement contraire au principe de l'égalité des délits et des peines, qui justement exige dans un état de droit que les infractions soient bien délimitées pour éviter l'arbitraire, qu'on sache exactement ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc vous voyez, ce texte-là, même si quelqu'un était poursuivi sur son fondement, franchement, on pourrait se défendre. Et puis, regardez, le Code civil interdit le changement de la mention du sexe à l'état civil aux mineurs, et le Code civil n'est pas transphobe. Donc, une transition sociale qui est demandée par un jeune, en fait, c'est un changement de sexe de fait. Certes, on modifie pas l'état civil, mais on fait tout pareil. On fait comme si. Et donc, l'attitude qui consiste à dire, non mais moi, je dis que ce jeune, il fera ce qu'il voudra quand il sera adulte,
parce qu'il prendra ses responsabilités vis-à-vis de lui-même. Mais nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, nous protégeons son statut de mineur et avec l'immaturité qui le caractérise. Cette attitude-là est quand même largement défendable, y compris devant un tribunal. Et est-ce que, pardon, c'est une question naïve, Wojtmirkovic, est-ce qu'il y a déjà eu, par le passé, justement, vous dites qu'en fait, visiblement, ces lois sont contraires à d'autres principes fondamentaux du droit. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives d'action pour empêcher ces lois, les censurer, peut-être les rendre inconstitutionnelles, je ne sais pas? Alors, pour que cette loi ait été déclarée inconstitutionnelle, il aurait fallu que des députés et des sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel. Ils ne l'ont pas fait, parce que là, il y a eu un coup politique et médiatique, c'est que cette loi a été présentée au public et au Parlement comme visant à lutter contre les thérapies de conversion. Tout à fait. Donc, dans l'exposé des motifs, on invoquait les séquestrations forcées, les injections forcées d'hormones. Comme si ça arrivait tous les jours en France encore aujourd'hui. Voilà. Et sous couvert de lutter contre ces extrémités qui en réalité n'existent pas, eh bien, on incrimine de simples propos qui peuvent viser à réprimer l'identité de genre d'une personne. Donc, il n'y a pas eu de saisine du Conseil constitutionnel, et maintenant, pour qu'il soit saisi, il faudra attendre qu'il y ait un procès, et qu'à l'occasion d'un procès, une personne qui serait poursuivie sur le fondement de ce texte pose une question prioritaire de constitutionnalité, c'est-à-dire demande au juge de lui-même demander au Conseil constitutionnel de déclarer cette loi contraire cet article en tout cas, contraire à la Constitution. Et vous notez dans votre livre, c'est très intéressant d'ailleurs sur cet accompagnement à la transition hormonale, etc., à la transition physique, que finalement, parfois, elle relève presque de l'homophobie, dans certains cas, puisque il serait plus facilement acceptable dans une société d'avoir un homme qui se transforme en femme plutôt qu'un homme, un homosexuel. Ah bah ça, il y a déjà beaucoup d'endroits dans le monde où c'est le cas. Il y a des pays dans lesquels les parents, quand ils voient qu'un enfant peut-être pourrait devenir homosexuel, ils préfèrent le transformer en fille ou en garçon parce qu'il vaut mieux avoir un enfant, une personne transformée plutôt qu'homosexuelle. En France, je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui alertent sur ce point. Finalement on transforme la personne on transforme, encore une fois, c'est limité, la transformation n'est jamais totale. On va revenir sur cette transformation physique, évidemment, qui est une catastrophe. Dans beaucoup des cas, j'ai lu un extrait qui est franchement très effrayant sur la transformation par le bas, comme on dit. Mais avant, je voudrais juste aussi parler du rôle de certaines associations, le planning familial ou d'autres associations qui vont dans les écoles, dans les écoles, sans même que les parents soient forcément au courant d'ailleurs. L'éducation nationale, alors vous citez par exemple Fénelon, qui a invité une intervenante trans, mais ça arrive tous les jours. Il y a le planning familial qui, lui, dénonce finalement l'arbitraire des médecins. Selon le planning familial, ce sont les médecins qui décident du sexe de l'enfant. Donc en fait, à écouter le planning familial, on est dans une assignation arbitraire du sexe de l'enfant et non pas un constat. Enfin, on marche complètement à l'envers et en fait, c'est étonnant parce que ces personnes-là ont quand même un rôle très important dans la communication et auprès des enfants. Bah oui, c'est-à-dire que sous couvert d'éducation à la sexualité qui est prévue dans le cadre scolaire, en réalité, on promeut une idéologie, parce que c'est bien une idéologie, ça n'a rien de scientifique, qui laisse croire aux enfants qu'on pourrait être garçon ou fille, complètement indépendamment de son sexe biologique, et en fonction de son seul ressenti, de sa seule volonté. Et alors, la démarche de ces adultes qui viennent auprès de l'enfant, en fait, justement, encore une fois, est responsable parce qu'on plaque sur les jeunes des problématiques d'adultes comme si les enfants étaient des adultes en miniature. En fait, il faut vraiment préserver leur jeunesse, leur enfance, leur adolescence. Et les adultes veulent se convaincre eux-mêmes d'une possible autodétermination. Et en fait, pour que ce soit totalement crédible, ils ont besoin de la plaquer sur les enfants. Mais imaginons même que l'autodétermination, ce soit quelque chose de possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça demanderait au minimum la majorité, la maturité pour pouvoir s'autodéterminer. Et là, on essaie de plaquer ces utopies en plus sur des enfants et des adolescents qui sont en période de construction d'eux-mêmes, de questionnement, d'aller-retour, de tâtonnement.
et en leur faisant miroiter justement cette utopie du changement de genre, en fait, qui est en réalité un changement de sexe, parce que sinon on demanderait pas d'être genré dans l'autre sexe, d'avoir un nouveau prénom s'il s'agissait juste de se ressentir quelque chose. Voilà, on leur fait miroiter cette utopie, et eux qui sont dans l'immédiateté, dans l'impatience qui caractérise leur âge, eh bien finalement ils vont foncer tête baissée en pensant que c'est la résolution de leurs difficultés, de leur mal-être. Et l'expérience prouve qu'une fois engagé dans ce processus, eh bien le jeune va perdre quand même une grande partie de sa liberté, si ce n'est toute sa liberté, pour pouvoir questionner cette démarche. C'est-à-dire qu'une fille qui est identifiée comme garçon depuis déjà 3 ans au collège, quelle marge de liberté lui reste-t-elle pour interroger sa démarche et puis finalement se dire et réussir à s'accepter en tant que fille? C'est très compliqué, et donc en fait on complique encore plus la vie de ces jeunes en pensant la simplifier. Et vraiment, je le dis sincèrement, parce que je pense que la plupart, mais même l'immense majorité des personnes qui s'occupent des jeunes veulent le bien. Tout le monde veut le bien de ses enfants, mais enfin parfois on peut avec une approche un petit peu rapide, on croit qu'on rend service à ces enfants et ces adolescents en entérinant leur demande de changement de sexe de fait, et en réalité on les met sur des rails dans un processus dans lequel ils vont perdre leur liberté, et donc il sera très difficile pour eux de sortir. Et d'ailleurs, ce que votre livre aussi montre et promeut, c'est justement, on en a parlé un peu au début, de la responsabilité des parents, mais vous donnez vraiment des conseils effectifs, l'ouvrage, en disant que les parents doivent, par exemple, vous donnez l'exemple dans le livre, il y a un exemple de une fille qui a fait une transition parce que ou c'est plutôt un garçon qui a fait une transition parce qu'il admirait beaucoup la figure de sa mère qui, elle, était toujours présente, qui était très bien habillée, qui prenait soin d'elle, et il avait un père qui était beaucoup plus effacé, et la psychologue les a vus en séance et a convaincu le père de faire plus d'activités avec son enfant, de le prendre en main, et depuis le garçon s'est accepté en tant que garçon. Donc il y a vraiment des conseils pratiques pour les parents pour rester dans une relation de confiance avec l'enfant. Oui, en effet, cet ouvrage est vraiment un ouvrage collectif qui réunit l'expertise de médecins, juristes, psychologues, pédopsychiatres, directeurs d'établissement, et chacun donc apporte sa pierre à l'édifice. Et concrètement, en effet, vous avez des psychologues qui relaient leur expertise clinique, tout simplement, qui ont eu beaucoup de jeunes en questionnement de genre, et qui expliquent qu'il y a des causes qui sont identifiées et qu'on peut traiter justement, et qu'on amène l'enfant finalement à se réconcilier avec lui-même, et que c'est possible. Et donc c'est pourquoi, après ça, peut-être qu'il y en a qui persévéreront dans cette démarche une fois devenus adultes, encore une fois, et à ce moment-là, du coup, ce n'est plus du ressort de l'autorité parentale ou de la responsabilité éducative des profs. Mais en tout cas, tant que c'est le cas, il y a d'autres possibilités. Là, pendant quelques temps, jusqu'à présent, on a présenté la seule bonne attitude, c'était l'attitude affirmative. Il faut entériner la demande de l'enfant et l'identifier dans le sexe qu'il revendique. Bon, cette attitude, elle est largement questionnée. Il est possible de la questionner, c'est ce que nous faisons, et il y a d'autres possibilités, et c'est ça que nous expliquons dans ce livre, en effet. Alors, Aude Mirkovitch, on va quand même parler de ces chirurgies qui sont quand même très douloureuses, très invasives, et qui sont censées permettre de changer de sexe, mais en fait on le comprend bien à travers la lecture de votre livre, on ne change jamais de sexe, on donne peut-être une apparence d'un sexe différent, mais au final l'homme n'aura pas pour autant un utérus et il ne pourra par exemple pas procréer, et puis avec toutes les complications, est-ce qu'on peut revenir un petit peu par exemple à cette chirurgie du bas, comme on le dit pour l'homme qui veut se féminiser, sur le fait qu'aujourd'hui en fait, on lui crée une plaie, on lui crée une ouverture, mais qui est une plaie, il faut le dire, et donc le corps veut la cicatriser tous les jours, et tous les jours, il faut la maintenir ouverte. Oui, alors en effet, il y a l'expertise d'un médecin dans cet ouvrage, je renvoie les auditeurs à la lire, mais tout ce qu'on peut dire, c'est que on essaye de recréer des organes génitaux qui ressemblent à ceux du sexe dans lequel la personne s'identifie, mais en réalité, ces organes ne sont jamais totalement fonctionnels, ils ne donnent jamais satisfaction, et en effet, notamment un faux vagin chez un homme est une plaie qu'il faut entretenir en permanence. Et d'ailleurs, dans notre ouvrage, nous avons le témoignage d'un Américain, c'est une femme devenue homme à l'âge de 42 ans, et qui a subi, mais je ne sais pas combien d'opérations, dont elle a énormément souffert. Et aujourd'hui, donc, devenu, entre guillemets, homme, il a consacré sa vie, justement, à se battre
pour expliquer qu'il fallait tenir les jeunes, les enfants, loin de ces transitions de genre. Il dit, déjà pour des adultes, concrètement, il dit que lui-même, s'il avait su, il l'aurait pas fait, et que maintenant qu'il y est, tant pis, c'est trop tard, après tout ce qu'il a vécu et subi, mais qu'il est irresponsable. Parce que vous l'expliquez d'ailleurs, on ne peut pas récupérer après l'état précédent, hein, une fois que tout a été... Alors c'est ça qui est dramatique, et c'est pourquoi l'engagement dans ce genre de processus ne peut pas concerner des enfants, c'est parce que le retour en arrière n'est pas possible totalement. Alors évidemment, tout dépend du temps que l'on a passé en transition, du temps pendant lequel on a été mis sous hormones, des chirurgies qui ont été effectuées. Mais enfin aujourd'hui, voilà, on a le témoignage des détransitionneurs, donc ces jeunes des jeunes adultes qui regrettent la transition qu'ils ont accomplie lorsqu'ils étaient enfants et adolescents. On a aussi même les désisteurs qui ont seulement fait des transitions sociales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu d'hormones ni de chirurgie dans la plupart des cas parce que les parents s'y sont opposés, et eux-mêmes aussi regrettent même cette transition sociale. Et donc leur témoignage est vraiment intéressant de dire que oui, il y en a qui vont regretter. Et à partir du moment où ils vont possiblement regretter, eh bien, ça s'appelle le statut de la minorité. Il y a des tas de décisions qu'on ne peut pas prendre tant qu'on est jeune, tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de se projeter et de réaliser ce qu'on fait. Et là où c'est intéressant, et on peut expliquer à partir de là peut-être une partie de comment sont traitées les choses dans des différents pays, c'est que ces transitions ont le soutien effectif, et d'ailleurs les associations de personnes trans ont le soutien effectif de grands cabinets d'avocats, d'agences médiatiques, de grandes entreprises capitales, parce que notamment le marché des opérations transsexuelles est extrêmement lucratif. Vous citez un chiffre, rien qu'un chiffre dans le livre, qu'il pourrait représenter 1,6 milliard de dollars d'ici 2026 quand même, ce marché de l'opération de changement de sexe. Ben oui, c'est-à-dire que y compris d'un point de vue financier, c'est vrai qu'il y a des choses à dire. Vous voyez, on transforme des personnes, voilà, il s'agit d'enfants, des enfants adolescents qui ont des corps sains, qui ne sont pas malades, on les transforme en patients à vie. Ils seront toute leur vie dépendants des hormones et ils subiront des chirurgies à répétition parce que en fait, il n'y a pas juste une opération et on ressort garçon ou fille. Il y a de nombreuses opérations pour corriger, affiner, etc. Et eh bien, tout ça, c'est pris en charge par l'assurance maladie au titre des affections longue durée, ce qui n'est pas sans contradiction d'ailleurs avec le discours qui tend à dépathologiser la situation. Justement, c'est pour ça, on dit une jeune fille qui dit « je suis un garçon », il ne faut pas questionner son ressenti parce qu'elle-même, elle est la seule qui saurait ce qu'elle est parce que ça n'a rien de pathologique soi-disant, et pourtant, elle va être prise en charge par l'assurance maladie à 100% au titre de l'affection longue durée. Donc en fait, il faudrait savoir. Et c'est vrai que là, en l'occurrence, il y a des intérêts financiers en cause. Alors je ne dis pas que les personnes, les profs notamment, qui engagent les jeunes dans des transitions sociales ont des intérêts financiers, mais les intérêts financiers existent. Et sans le vouloir et sans le savoir, ils sont aussi à la manœuvre pour alimenter ce marché. Alors, Aude Mirković, on va continuer de parler de votre livre Questionnement de genre aux éditions Artege. Et puis, en effet, pourquoi vouloir accompagner si vite cette transition de genre? C'est une bonne question qu'il faut continuer de creuser. Mais il est 9h, bientôt 9h01 sur Ligne Droite, et c'est l'heure des informations avec Corentin Perini. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Aude Mirković est juriste, maître de conférences en droit privé, porte-parole de l'Association des juristes pour l'enfance, auteur de ce livre, La PMA, un enjeu de société, et aux éditions Artege. Et donc de ce nouvel ouvrage collectif Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents, analyse, enjeu, les spécialistes répondent avec ces éditions Artege. Et nous sommes toujours évidemment avec Valentin Schermer, rédacteur en chef de l'Étudiant Libre, qui mène cette interview avec moi. Aude Mirković, on posait cette question de pourquoi y a-t-il un tel engouement pour cette transition de genre? Y a-t-il des intérêts financiers importants? On a compris que oui, mais n'y a-t-il que ça? N'y a-t-il pas peut-être une volonté d'un homme nouveau? Vous le signalez à un moment donné, il y a un nouvel idéal, c'est la fluidité des genres. Parce que j'imagine que Jean-Michel Blanquer n'est pas porté par des intérêts financiers, ou en tout cas pas seulement par cela. Il y a peut-être derrière autre chose, une philosophie plus forte encore. Je pense que la philosophie qui est derrière, en effet, c'est ce mythe de l'autodétermination, c'est-à-dire que la société, on va dire que beaucoup de gens dans notre société considèrent tout ce qu'ils n'ont pas choisi
comme des entraves insupportables à leur liberté. Donc il faut la quête de la liberté consiste à se dégager de toutes de tout ce qui fait notre vie et que nous n'avons pas choisi. Toutes les racines, toutes les entraves naturelles finalement. Oui, et puis alors donc c'est pour ça qu'on essaie de libérer entre guillemets les enfants de l'autorité parentale, comme si c'était une entrave à leur liberté, alors que l'autorité parentale est là pour protéger l'enfant, le faire grandir et lui permettre de mûrir justement sans devoir endosser une responsabilité qui n'est pas de son âge et qui n'est pas la sienne. Et là, la limite du corps physique, est refusée par certains. Qui considèrent que ce serait un gain de liberté justement de pouvoir s'en affranchir. Bon, alors est-ce que le déni du réel va permettre la liberté ? Je ne le crois pas. Et encore une fois, à la limite, quand ce sont des adultes qui font ce qu'ils pensent être bon pour eux, ça pose des questions sociales aussi, parce qu'un homme s'identifie femme, à la limite, pourquoi pas ? Ça relève de sa vie privée, sauf à partir du moment où il se retrouve en prison, dans une prison de femmes, là, on voit bien que ça impacte en fait les autres. Bon, donc c'est déjà compliqué, mais s'agissant des enfants, justement, nous, tout notre livre est vraiment axé là-dessus, c'est que cette autodétermination qui déjà est un mythe pour tout le monde, elle est en plus vraiment quelque chose de très grave pour les enfants parce qu'on leur demande, on leur laisse prendre des décisions comme s'ils étaient capables de le faire et comme s'ils étaient justement de petits adultes. Et finalement, d'ailleurs, c'est ce que vous expliquez d'un point de vue juridique, cette consécration du sentiment personnel et du ressenti sur le fait objectif, en fait, ça ne s'arrête pas au sexe et au genre, puisque vous avez même des témoignages de gens dans votre livre qui, finalement, revendiquent d'être un autre âge ou de se sentir même d'une autre origine. Donc, on a un Anglais qui s'est fait opérer pour devenir coréen, parce qu'il se sentait plus coréen qu'anglais. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est un déni complet de la réalité, finalement. Oui, et puis c'est pas une blague, l'anglais qui se pense coréen, il a quand même subi 18 opérations de chirurgie esthétique. Donc c'est pas juste, on dit, ah non mais ça, c'est des jeunes qui s'amusent. Non, pas du tout. C'est un jeune qui s'amuse pas, c'est un jeune qui a subi 18 opérations, donc ça veut dire qu'il y a des chirurgiens qui l'ont opéré pour rapprocher son physique de son ressenti intime, qui est un ressenti de coréen. Voilà, et donc on ne peut pas traiter en plus ces demandes, ce qu'on fait souvent, comme si les cas devaient demeurer uniques. Bon, à la limite, il y en a un, pourquoi pas, qu'est-ce que ça peut faire, etc. En plus de ça, c'est vrai que si on accrédite ce déni du réel, de la réalité, il n'y a pas de limite. Et que devient le lien social ? Déjà, on voit bien dans une classe, qu'est-ce que ça donne ? C'est-à-dire que si chacun a l'âge qu'il veut, les parents qu'il veut, le sexe qu'il veut, tout ça, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Mais au niveau, à l'échelon de la société, c'est pareil. Et c'est encore plus grave quand il s'agit des enfants, parce que là, donc il s'agit d'une démission des adultes à leur égard. Et puis en plus, moi, je voudrais vraiment insister, parce qu'on a parlé de transition médicale, etc., sur le fait que la transition sociale, donc même quand il n'y a pas d'hormones, quand il n'y a pas de chirurgie, le simple fait d'accepter d'officialiser justement, parce que c'est ce qui se passe à l'école, on parle pas de... avec la circulaire Blanquer notamment, donc voilà, l'acceptation d'un changement de prénom notamment pour les cantines et tout ça. Le changement de prénom sur la carte de cantine, après ça, c'est un changement de sexe de fait, parce que le changement de prénom, il ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a la question des vestiaires, des dortoirs, des toilettes, enfin d'être genré au masculin ou au féminin. Quand on parle de l'élève en conseil de classe, est-ce qu'on dit il, est-ce qu'on dit elle ? Oui, donc tout ça est lié en fait au prénom. Le prénom, c'est la partie visible. Et parfois, je constate qu'on a tendance à relativiser un petit peu en disant oui, bon, de toute façon, il y a rien de médical. On ne demande pas aux profs d'injecter des hormones quand même. Donc, il s'agit seulement d'une transition sociale. Mais la transition sociale, elle n'a rien d'anodin. Elle-même, c'est déjà une forme de thérapie. D'ailleurs, elle est invoquée pour ça, pour remédier au mal-être du jeune et pour qu'il se sente mieux. C'est déjà la première étape de la transition médicale. Et d'ailleurs, le Code civil, le changement de sexe à l'état civil, ce n'est qu'une transition médicale. Une transition sociale. Il n'y a pas de modification médicale et pourtant, c'est réservé aux majeurs. Parce que justement, même sans démarche médicale, c'est déjà grave. Et donc c'est pour ça que je voudrais vraiment envoyer ce message aux auditeurs de ne pas sous-estimer l'impact de cette démarche sociale, le fait d'utiliser un nouveau prénom, parce que ça engage le jeune, l'enfant, l'adolescent dans un processus au sein duquel donc il va perdre sa liberté et qui l'engage presque obligatoirement, vers la transition médicale. Et alors, Aude Mirkovic, ce qui est intéressant, nous, on avait déjà reçu, justement, avec SOS Éducation, des familles ici qui étaient
on va dire, entre guillemets, victimes d'un souhait de transition de leurs enfants. Ils n'étaient pas au courant, l'école ne les avait pas avertis, ça arrive souvent. Et puis, il avait déjà changé de prénom dans son école. Et ses parents nous expliquaient, nous disaient, attention, ça peut vraiment arriver à n'importe qui, on ne s'y attendait pas. C'est aussi ça qu'il faut comprendre, hein. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres, mais enfin, on peut quand même aussi armer nos enfants et se prémunir. D'abord, la cause numéro 1, ce sont les réseaux sociaux. Hein. Donc déjà, il faut préserver les enfants des réseaux sociaux, parce qu'un jeune qui se sent mal dans sa peau, il voit des vidéos avec des jeunes vraiment qui ont plein d'amis Instagram, hein, et qui sont très populaires et qui disent, voilà, là, moi, l'année dernière, je me sentais trop mal, j'avais pas d'amis, j'étais mal dans ma peau, puis maintenant c'est génial, et j'ai découvert qu'en fait j'étais trans. Et en fait, le jeune qui lui-même est en difficulté avec son corps, avec sa puberté, comme ça arrive souvent. Eh ben, il se dit, mais voilà, c'est ça, moi je suis trans. Donc déjà, la première chose, c'est vrai que attention aux réseaux sociaux. Il y a aussi l'exposition précoce à la pornographie qui va dégoûter les jeunes du sexe, et qui est aussi qui n'est pas sans lien avec ces demandes-là. Hein. On a plusieurs témoignages. Il y a tout donc, et puis il faut parler avec nos enfants, il faut savoir ce qu'ils regardent, ce qu'ils font, et puis justement et puis les connecter au réel. D'ailleurs, vous avez dans notre ouvrage des témoignages donc de parents qui disent c'est pas la peine de parler de ça toute la journée avec nos enfants. Ils ont des enfants qui se déclarent trans, mais voilà, le conseil qu'ils donnent, c'est occupez-vous de vos enfants, allez promener le chien en forêt, regardez des films en famille, et puis on en discute après. Faites des jeux de société. Alors au début, le jeu de société, l'ado, il arrive, il fait la tête, il veut pas jouer. Et puis finalement, il va petit à petit, on va recréer le lien. Oui, c'est des choses toutes bêtes, tout simplement, de garder un lien familial, une ambiance familiale. Oui. Passez du temps avec vos enfants, connaissez leurs amis, faites des activités avec eux et connectez-les au réel pour éviter qu'ils sombrent, en fait qu'ils soient éblouis par ce mensonge, hein, par cette utopie, qu'en fait le réel n'existe pas et que tout se décide. Voilà, il faut renouer avec le réel. Merci beaucoup Aude Mirković. Donc je rappelle ce livre, je pense fondamental pour les parents et puis pour ceux que tout simplement ce sujet intéresse. Questionnement de genre chez les enfants et les adolescents aux éditions Artege. Merci encore Aude Mirković et à bientôt. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de combats pour lesquels on va vous retrouver, que vous livrez avec votre association. Beaucoup. Au revoir. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.